Dans les archives secrètes du ministère des Affaires étrangères français, dissimulées derrière 7 portes verrouillées et gardées pendant plus de 2 siècles, repose une correspondance qui glace le sang. Des lettres codées, des rapports chiffrés, des notes diplomatiques qui n'auraient jamais dû voir le jour. Ces documents révèlent une vérité terrifiante. Le roi de France, del Vicum Illimité, pas le roi de France, celui que l'histoire a retenu comme Louis le Bien-Aimé, n'était qu'une marionnette dans un jeu d'ombre qui dépassait l'entendement. Lorsque les historiens ont finalement obtenu l'accès à ces dossiers au milieu du XXe siècle, certains ont refusé de publier leurs découvertes. Trop dangereux, trop compromettant, car ce qu'ils avaient trouvé remettait en question tout ce que nous pensions savoir sur le pouvoir royal français au XVIIIe siècle. Imaginez un royaume puissant, la nation la plus influente d'Europe, dirigée non par son souverain légitime, mais par un réseau invisible de manipulateurs, d'intrigants, de courtisanes et de diplomates fantômes. Des hommes et des femmes dont les noms n'apparaissaient jamais dans les décrets officiels, mais dont les décisions bouleversaient l'équilibre du continent. Un gouvernement parallèle, une monarchie dans la monarchie, un État secret au cœur même de Versailles. Louis XV monta sur le trône en 1715, à l'âge de 5 ans seulement. Pendant son règne de 59 années, la France connut des guerres désastreuses, des scandales retentissants, des alliances incompréhensibles qui semblaient défier toute logique politique. Les historiens ont longtemps attribué ces échecs à la faiblesse supposée du monarque, à son indolence, à son obsession pour les plaisirs de la chair. Mais si cette explication commode cachait une réalité bien plus sombre, des témoins contemporains, dont les mémoires furent censurés ou détruits, avaient tenté de lever le voile. Certains moururent dans des circonstances mystérieuses. D'autres disparurent sans laisser de traces. Quelques-uns réussirent à faire passer des fragments de vérité à la postérité, des indices éparpillés que personne n'a pris la peine de rassembler, jusqu'à présent. Qui tirait réellement les ficelles du pouvoir pendant que Louis XV chassait le cerf et collectionnait les favorites ? Cette question mérite bien plus qu'une réponse superficielle. La nuit du 17 février 1743, un carrosse noir sans armoirie traversa les grilles du château de Versailles par l'entrée des cuisines. Aucun garde ne l'arrêta, aucun courtisan ne remarqua son passage. Dans les registres officiels, cette visite n'existe pas. Pourtant, 3 témoins ont survécu pour raconter ce qu'ils ont vu cette nuit-là, avant de mourir dans des circonstances étrangement similaires, tous les 3 emportés par une fièvre foudroyante en l'espace de 6 mois. Le premier témoin, un palefrenier nommé Claude Moreau, a confié à son confesseur des paroles troublantes quelques heures avant son agonie. Le prêtre, Pierre Deschamps, a consigné ses aveux dans un cahier personnel retrouvé 100 ans plus tard dans les caves d'un couvent détruit pendant la Révolution. Les pages jaunies portent une écriture tremblante, presque illisible par endroits, comme si la main qui tenait la plume hésitait à fixer ses mots sur le papier. Le palefrenier parlait d'un homme grand, vêtu de noir, dont le visage restait dissimulé sous un chapeau à large bord. Il portait une sacoche de cuir rouge scellée de cire noire. Moreau jurait avoir entendu le roi s'adresser à cet inconnu avec une déférence inhabituellement servile. Le roi de France, descendant direct du roi Soleil, le monarque absolu devant qui toute l'Europe tremblait, parlait à cet homme comme un écolier parle à son maître. Le deuxième témoin, une femme de chambre du nom d'Hélène Dupré, disparut sans laisser de traces 3 semaines après cette fameuse nuit. Son corps fut retrouvé dans la Seine au printemps suivant, méconnaissable. Mais avant sa disparition, elle avait confié à sa sœur cadette, Marie, un détail qui entrait cette dernière jusqu'à sa mort. Hélène avait aperçu, par l'entrebâillement d'une porte, le mystérieux visiteur remettant au roi un épais document recouvert de colonnes de chiffres et de noms. Louis XV, le souverain tout-puissant, prenait des notes avec un empressement fébrile, hochant la tête à chaque instruction. Marie Dupré vécut jusqu'à l'âge de 82 ans et mourut en 1811 sous l'Empire. Dans son testament, déposé chez un notaire parisien, elle légua à ses petits-enfants une boîte en fer blanc contenant une unique feuille de papier. Sur cette feuille, d'une écriture appliquée, elle avait écrit « Ma sœur m'a dit que le roi n'était pas le véritable maître de la France. Elle a payé de sa vie cette connaissance. Je garde le silence pour sauver les miens. Que Dieu pardonne ma lâcheté. » Le troisième témoin présentait un profil encore plus troublant. Il s'agissait du marquis Armand de Beaulieu, un aristocrate fortuné et confident occasionnel du roi. Le marquis avait assisté, par le plus grand des hasards, à la sortie du mystérieux visiteur.
Dans une lettre adressée à son frère cadet, officier en garnison à Strasbourg, le marquis évoquait un personnage dont l'autorité semblait transcender celle de tous les princes de sang. La lettre, interceptée par la police secrète du roi, ne parvint jamais à son destinataire. Le marquis de Beaulieu mourut dans son sommeil 5 jours plus tard. Les médecins parlèrent d'apoplexie. Sa famille n'eut pas le droit d'examiner le corps. Les archives de la Bastille, partiellement sauvées de la destruction révolutionnaire, révèlent une information capitale. Entre 1740 et 1774, plus de 230 personnes furent emprisonnées sans jugement, sans acte d'accusation, sans procès. Leur seul crime apparent, avoir posé des questions sur l'entourage réel du roi. Parmi ces prisonniers figuraient des nobles, des bourgeois, des domestiques, mais aussi 3 académiciens et un évêque. Tous partageaient une caractéristique commune, méticuleusement effacée des registres officiels mais visible dans les documents officieux. Ils avaient évoqué publiquement ou en privé l'existence d'un gouvernement de l'ombre. Un mémoire manuscrit, conservé dans les collections privées d'un descendant de la famille Richelieu, mentionne une scène stupéfiante. Lors d'un conseil restreint tenu en 1752, le roi reçut une dépêche urgente concernant la guerre de 7 ans qui approchait. Plusieurs ministres proposèrent des stratégies militaires. Louis XV écouta poliment, puis déclara qu'il devait « consulter avant de décider ». Consulter qui ? Le conseil était censé être l'instance suprême de décision. Le duc de Richelieu, présent ce jour-là, nota dans son journal personnel « Le roi attend des instructions. Mais de qui ? De Dieu ? Non, car il ne prie guère. D'un conseiller occulte, cette pensée me glace. » L'identité de ce conseiller occulte commença à émerger dans les correspondances diplomatiques étrangères. L'ambassadeur d'Autriche à Paris, le comte von Kaunitz, écrivit à l'impératrice Marie-Thérèse en 1754 une lettre explosive. Dans cette missive, déchiffrée 2 siècles plus tard par des historiens autrichiens, l'ambassadeur mentionnait un cercle de financiers et de conseillers qui tiennent les rênes véritables du royaume de France. Il citait 3 noms, tous soigneusement barrés à l'encre noire dans le document original. Seules les initiales restaient visibles. L'un de ces personnages mystérieux portait les initiales PP. Un autre, JL, le 3e, le plus influent selon von Kaunitz, était désigné par les lettres CDB. L'ambassadeur ajoutait cette phrase glaçante. Ces hommes ne siègent dans aucun conseil officiel, ne portent aucun titre reconnu par la cour, mais leur pouvoir dépasse celui de tous les ministres du royaume. Le roi lui-même semble leur être redevable d'une dette qu'il ne peut rembourser. Le journal personnel du marquis de Valmore, retrouvé en 1987 dans les archives scellées du château de Chantilly, contient un passage troublant daté du 23 février 1743, soit 6 jours exactement après cette mystérieuse visite nocturne. Le marquis, connu pour sa discrétion légendaire et sa proximité avec les cercles les plus fermés de la cour, y décrit une conversation entendue par hasard dans les couloirs obscurs de Versailles. 2 voix qu'il ne parvient pas à identifier discutent dans un français parfait mais teinté d'un accent qu'il qualifie d'étrangement guttural. Les mots qu'il transcrit glacent le sang. Le roi n'est plus qu'une marionnette dont nous tenons les fils. Il signera ce que nous voudrons qu'il signe. Le nom qui revient dans cette conversation, répété 3 fois selon le marquis, est celui d'une femme que l'histoire officielle a soigneusement effacée des registres royaux. Madame de Tencin, figure énigmatique dont la vie semble avoir été méthodiquement gommée des archives nationales. Seules quelques lettres éparses, miraculeusement échappées aux flammes lors du grand incendie qui ravagea les dépôts du ministère des Affaires étrangères en 1862, portent son nom. Ces lettres, conservées aujourd'hui sous scellé à la Bibliothèque nationale, révèlent l'existence d'un réseau d'influence dont les ramifications s'étendaient bien au-delà des frontières du Royaume de France. Un document particulièrement troublant, classé sous la référence secrète MS4379, porte la date du 1er mars 1743. Il s'agit d'un rapport adressé au cardinal de Fleury, principal ministre du roi, par un agent dont l'identité demeure masquée sous le pseudonyme Le Corbeau. Les mots les choisis ne laissent aucune place au doute. « Éminence, la situation devient critique. Le roi reçoit des visiteurs dont nous ignorons tout. Ces personnes entrent et sortent du palais sans laisser de traces. Les gardes semblent avoir reçu l'ordre de ne rien voir, de ne rien entendre.
J'ai tenté de suivre l'un de ces mystérieux personnages jusqu'à Paris, mais ma voiture a été arrêtée par des hommes en noir qui m'ont menacé de mort si je persistais dans mes investigations. Le cardinal de Fleury lui-même, vieillard de près de 90 ans qui gouvernait la France d'une main de fer depuis plus de 20 ans, mourut brutalement le 29 janvier 1743, quelques semaines seulement avant ces événements étranges. La version officielle parle d'une mort naturelle, l'épuisement d'un corps centenaire, mais le médecin personnel du cardinal, le docteur Helvétius, confia à son fils dans une lettre jamais envoyée et découverte après sa propre mort survenue dans des circonstances suspectes, que son patient présentait tous les symptômes d'un empoisonnement progressif à l'arsenic. Les analyses que j'ai effectuées en secret révèlent des traces de poison dans les cheveux conservés. Mais qui oserais-je accuser sans preuve formelle? Le roi lui-même semble protéger les coupables. Après la disparition de Fleury, Louis XV se retrouva seul face aux décisions du royaume. Un roi de 33 ans, élevé dans la terreur du pouvoir depuis la mort de son arrière-grand-père Louis XIV. Les contemporains le décrivaient comme un homme secret, mélancolique, incapable de trancher, préférant la chasse et les plaisirs aux affaires d'État. Le duc de Luynes, dans ses fameux mémoires, note avec une inquiétude palpable que le monarque semblait désormais suivre les conseils d'interlocuteurs invisibles, prenant des décisions qui surprenaient même ses plus proches conseillers. Le roi signe des ordonnances dont personne ne comprend l'origine. Il reçoit des lettres qu'il brûle immédiatement après lecture. Il murmure parfois des noms que personne ne connaît. Les registres du Trésor royal, examinés par l'historien Pierre Michaud en 1964 avant leur mystérieuse disparition lors d'un transfert entre deux dépôts d'archives, révélaient des versements colossaux effectués à des bénéficiaires anonymes. Entre février 1743 et décembre de la même année, plus de 2 millions de livres furent ainsi détournés des caisses de l'État vers des comptes secrets. Michaud, qui avait photocopié quelques pages avant leur disparition, nota dans son carnet de recherche une observation glaçante. Ces sommes correspondent exactement au montant nécessaire pour financer une armée privée ou corrompre l'ensemble de l'administration royale. Qui étaient donc ces ombres qui traversaient Versailles comme des fantômes? Les témoignages fragmentaires collectés par les services de police du lieutenant-général Berryer dressent le portrait d'une organisation structurée avec une précision militaire. Un rapport daté du 15 avril 1743 mentionne l'arrestation d'un homme surpris en train de dessiner les plans des appartements royaux. Interrogé pendant 3 jours, l'homme ne prononça pas un seul mot. Il se donna la mort en se fracassant le crâne contre les murs de sa cellule avant qu'on puisse en apprendre davantage. Dans sa bouche, les gardes découvrirent une capsule de verre brisée contenant les restes d'un poison foudroyant que les médecins ne parvinrent jamais à identifier. Le nom de Madame de Mailly, maîtresse officielle du roi jusqu'en 1742, apparaît également dans cette affaire comme une figure centrale. Elle fut brutalement écartée de la cour et remplacée par sa propre sœur, Madame de Vintimille, dans des circonstances qui demeurent obscures. Madame de Mailly se retira dans un couvent où elle vécut recluse jusqu'à sa mort en 1751. Mais une religieuse qui l'accompagna durant ces dernières années, sœur Marguerite Louise, laissa un témoignage troublant recueilli par le confesseur du couvent. Elle parlait sans cesse d'un pacte, d'une trahison, d'hommes venus du Nord qui avaient promis au roi la gloire éternelle en échange de sa soumission. Elle répétait qu'ils avaient placé quelqu'un près de lui, quelqu'un qui contrôlait chacune de ses pensées. Cette personne était-elle Madame de Pompadour, qui apparut à la cour en 1745 et devint rapidement la favorite la plus influente que la France ait jamais connue. Une femme du peuple née Jeanne-Antoinette Poisson, élevée par un financier sans scrupules, qui parvint à séduire le roi et à s'imposer comme la véritable gouvernante du royaume pendant près de 20 ans. Son ascension fulgurante défie toute logique. Comment une bourgeoise put-elle briser tous les codes de la cour, s'installer à Versailles, obtenir un titre de marquise et diriger de facto la politique étrangère de la France? Les lettres de l'ambassadeur d'Autriche, le comte de Kaunitz, ne laissent planer aucun doute. C'est avec Madame de Pompadour que je négocie les alliances, pas avec les ministres. Elle connaît chaque dossier, elle anticipe chaque objection, elle semble informée de nos propres délibérations secrètes avant même que nous les ayons tenues. Mais derrière la Pompadour, qui tirait véritablement les ficelles, 2 silhouettes se détachaient à peine dans la pénombre, mais leur voix portait avec une clarté inquiétante. L'une d'elles appartenait sans aucun doute à Charles-Louis-Auguste Fouquet,
duc de Belle-Isle, maréchal de France et figure militaire redoutée. L'autre restait inconnu, enveloppé d'une cape sombre qui dissimulait ses traits. Le marquis de Valmore transcrivit ces paroles avec une précision qui glace encore aujourd'hui. Le roi ne sait rien de nos décisions concernant la Bohême. Il ne saura rien avant que tout soit accompli. Sa signature viendra après, comme toujours. La réponse de l'inconnu fut tout aussi glaciale. Madame veille à ce qu'il reste distrait. Les nouveaux appartements à Trianon l'occupent suffisamment. Cette madame mentionnée dans l'ombre des couloirs n'était autre que Jeanne-Antoinette Poisson, devenue marquise de Pompadour, dont l'ascension fulgurante demeure l'un des phénomènes les plus troublants du règne de Louis XV. Arrivée à la cour en 1745, cette femme d'origine bourgeoise parvint en quelques mois à obtenir un contrôle absolu sur l'agenda royal, les nominations ministérielles et même les orientations diplomatiques de la France. Les historiens officiels parlent d'influence sentimentale, de charme féminin, de conversation brillante. Mais les documents retrouvés dans les archives de la Bastille après sa démolition en 1789 racontent une histoire radicalement différente. Un rapport de police daté du 8 mai 1744, soit un an avant l'installation officielle de la Pompadour à Versailles, mentionne des réunions secrètes dans un hôtel particulier de la rue Saint-Honoré. Les participants incluaient le financier Paris de Montmartel, le comte d'Argenson et plusieurs membres éminents de la franc-maçonnerie française. Le nom de Jeanne-Antoinette Poisson apparaît 3 fois dans ce document, accompagné d'une annotation sibylline, candidate retenue pour le projet de stabilisation. Formation en cours. Formation à quoi exactement ? Le rapport ne le précise pas, mais une note marginale, rédigée d'une autre main, ajoute « approuvé par le Cercle des Neufs ». Budget alloué, 400 000 livres, le Cercle des Neufs. Cette organisation fantôme surgit à plusieurs reprises dans les archives de l'époque, toujours évoquée à demi-mot, jamais clairement identifiée. Composée selon certaines sources de banquiers, de ministres en exercice et de dignitaires ecclésiastiques, ce groupe aurait pris forme durant la régence de Philippe d'Orléans, période de chaos financier où la France frôla la banqueroute suite au désastre du système de Laon. Face à un pouvoir royal affaibli et à une noblesse divisée, ces hommes auraient établi un pacte tacite, gouverner dans l'ombre, orienter les décisions majeures, garantir la stabilité du royaume, même si cela signifiait réduire le monarque à un rôle purement cérémoniel. Les témoignages de l'époque révèlent à quel point Louis XV semblait détaché des affaires du royaume. Le duc de Luynes, dans ses mémoires publiés bien après sa mort, décrit un souverain absorbé par la chasse, les travaux architecturaux, les soupers intimes et les représentations théâtrales. Sa Majesté signait les documents qu'on lui présentait sans toujours les lire entièrement. Écrit le duc avec une prudence diplomatique, elle faisait confiance à ses ministres et se reposait volontiers sur leur jugement. Cette confiance aveugle permit à d'autres volontés de s'imposer. Le maréchal de Belle-Isle dirigeait la politique militaire, le cardinal de Tencin manipulait les affaires ecclésiastiques, les frères Paris contrôlèrent les finances, et au centre de cette toile complexe se tenait désormais la marquise de Pompadour. Son influence ne se limitait pas aux nominations ou aux décisions mineures. Un document exceptionnel conservé aux archives du ministère des Affaires étrangères, déclassifié seulement en 1993, contient une correspondance diplomatique entre l'ambassadeur de France à Vienne et Versailles concernant le renversement des alliances qui conduiraient à la guerre de 7 ans. La lettre datée du 12 novembre 1755 porte cette mention troublante « Soumettre la proposition directement à Madame de Pompadour. Le roi n'en sera informé qu'après accord préalable. » Un ambassadeur contournant le monarque pour négocier directement avec sa maîtresse officielle. Cette situation dépassait largement les intrigues de cour habituelles. Elle révélait un système de gouvernement parallèle. Les contemporains lucides percevaient cette réalité. Charles Pinault Duclos, historiographe de France, nota dans ses considérations sur les mœurs de ce siècle « On gouverne le royaume comme on mènerait une propriété privée, en consultant les intendants plutôt que le maître. » Cette phrase anodine masquait une accusation explosive. L'avocat Barbier, dans son journal, fut plus direct après la désastreuse bataille de Rosbach en 1757. Le peuple murmure que le roi dort pendant que d'autres décident de la guerre et de la paix. On dit ouvertement que la France a plusieurs têtes, mais aucune ne porte la couronne. Cette situation engendra des tensions croissantes au sein même du cercle dirigeant.
Un incident étrange survenu en 1750 apporte un éclairage saisissant sur ces luttes souterraines. Le comte d'Argenson, ministre des Affaires étrangères et membre présumé du Cercle des Neufs, fut brutalement disgracié le 10 janvier sans explication officielle. Sa chute précipitée survint 3 jours après une confrontation privée avec la Pompadour, relatée par un valet de chambre dans une déposition conservée aux archives de la Bibliothèque nationale. Selon ce témoignage, le comte aurait reproché à la favorite d'outrepasser ses attributions en négociant directement avec l'ambassadeur autrichien. La réponse de la marquise aurait été cinglante. « Monsieur le comte oublie qui détient réellement l'autorité dans ce palais. Le roi m'écoute. Les ministres m'obéissent. Vous êtes remplaçable. » 72 heures plus tard, d'Argenson quittait Versailles pour ne jamais y revenir. Comment une femme sans titre héréditaire, sans fortune initiale, sans appui militaire put-elle acquérir un tel pouvoir? La réponse se trouve peut-être dans un coffret découvert en 1921 lors de la restauration de l'hôtel d'Évreux, future résidence présidentielle. Ce coffret contenait des lettres codées échangées entre la Pompadour et différents correspondants entre 1746 et 1752. Après décryptage, ces missives révélaient un réseau d'informations extraordinairement efficace, couvrant toutes les cours européennes, tous les ministères français et même les cercles d'opposition. La favorite ne se contentait pas de charmer le roi. Elle disposait d'un service de renseignement privé qui rivalisait avec ceux des États. Mais qui finançait cette organisation? Les comptes personnels de la marquise, examinés après sa mort en 1764, montraient des dépenses colossales inexpliquées. Les revenus officiels de ces domaines ne couvraient même pas le 10e de son train de vie. D'où provenait l'argent? Un registre bancaire retrouvé dans les papiers de la Banque Paris mentionne des versements réguliers à la Dame de Versailles pour un montant annuel dépassant le million de livres. Ces sommes astronomiques suggèrent que la Pompadour n'agissait pas seule, mais servait d'instrument visible à des forces invisibles qui avaient tout intérêt à maintenir le roi dans l'ignorance pendant qu'elle façonnait l'avenir de la France. Le roi signait, mais ne gouvernait pas. Cette phrase, prononcée par un ambassadeur vénitien en 1748, résume avec une précision troublante la réalité du pouvoir en France sous Louis XV. Derrière les dorures de Versailles, derrière les cérémonies et les audiences publiques, se déployait un réseau invisible de contrôle qui échappait totalement au monarque. Les documents retrouvés dans les archives du ministère des Affaires étrangères révèlent l'existence d'un système parallèle de gouvernance, une structure opaque dont peu de contemporains soupçonnaient l'ampleur. Au cœur de ce dispositif se trouvait ce que les initiés appelaient le cabinet noir, une organisation clandestine dédiée à l'interception, au déchiffrement et à l'analyse de toute correspondance entrant ou sortant du royaume. Installé rue Neuve-Saint-Augustin, dans un hôtel particulier aux fenêtres perpétuellement closes, ce service employait une cinquantaine de personnes selon un rapport budgétaire daté de 1752. Copistes, déchiffreurs, experts en cires et cachets travaillaient dans un silence absolu sous la direction d'Antoine-Louis Rouillé, puis de son successeur dont le nom a été soigneusement effacé des registres officiels. Leur mission consistait à ouvrir les lettres, à en prendre copie en moins de 3 heures pour ne pas éveiller les soupçons, puis à les refermer avec une habileté telle que même les destinataires les plus méfiants ne remarquaient rien. Mais le cabinet noir ne constituait que la partie visible d'un dispositif bien plus sophistiqué. Les rapports transmis par ces intercepteurs de secrets aboutissaient sur le bureau d'un homme dont l'influence demeura longtemps sous-estimée par les historiens. Jean-Frédéric Phelippot, comte de Maurepas Amanurtiec Baroness, ministre de la Maison du Roi pendant 24 années, contrôlait non seulement la police de Paris, mais également l'ensemble des nominations aux postes clés de l'administration. Un document découvert dans les archives de la Bastille en 1923 révèle l'étendue de son pouvoir. Chaque semaine, Maurepas recevait des rapports détaillés sur les faits et gestes de plusieurs centaines de personnes, nobles, magistrats, financiers, ecclésiastiques. Leurs liaisons, leurs dettes, leurs opinions politiques, tout était consigné dans des dossiers qui servaient ensuite à orienter les décisions royales ou, plus souvent, à écarter discrètement les individus jugés dangereux. La technique employée par Maurepas et son cercle reposait sur une manipulation subtile du roi. Louis XV, selon les témoignages de ses contemporains, manifestait une profonde aversion pour les conflits et les décisions difficiles.
Les membres du conseil exploitaient cette faiblesse psychologique en lui présentant les affaires sous un angle prédigéré, en occultant certaines informations, en amplifiant d'autres. Le duc de Luynes, dans ses mémoires, raconte une scène édifiante survenue en 1749. Lors d'une réunion du Conseil, le roi avait timidement suggéré une modification dans la politique concernant les parlements. Maurepas avait simplement posé devant lui une liasse de documents alarmants sur les risques de sédition, documents dont l'authenticité reste aujourd'hui douteuse. Louis XV s'était tu et n'avait plus jamais évoqué le sujet. À partir de 1745, une nouvelle force émergea dans cette constellation d'influences cachées. Jeanne-Antoinette Poisson, devenue marquise de Pompadour, ne se contenta pas du rôle traditionnel de favorite royale. Elle transforma ses appartements à Versailles en un véritable centre de décision politique. Les archives de la correspondance de Voltaire, son ami et protégé, contiennent des passages révélateurs. Dans une lettre adressée au philosophe Frédéric de Prusse et datée du 8 février 1750, l'écrivain français décrit avec une ironie à peine voilée comment la marquise reçoit chaque matin les ministres pour discuter des affaires du royaume, bien avant que ces mêmes ministres ne présentent leurs propositions au roi. Plus troublant encore, Voltaire mentionne l'existence d'un réseau d'informateurs personnels de la Pompadour, des agents qui lui rapportaient directement ce qui se disait dans les salons, les antichambres, les monastères. La favorite ne gouvernait pourtant pas seule. Elle s'appuyait sur un triumvirat informel, composé de figures dont les noms revenaient constamment dans les rapports de police. Le duc de Choiseul, futur ministre des Affaires étrangères, apparaît dès 1752 comme un conseiller régulier de la marquise. L'abbé de Bernis, diplomate et futur cardinal, entretenait avec elle une correspondance presque quotidienne où se mêlaient considérations spirituelles et stratégie politique. Enfin, le financier Paris de Montmartel, principal prêteur de la couronne, disposait d'un accès direct à la Pompadour pour toutes les questions touchant aux finances royales, domaine où le roi se révélait particulièrement incompétent et désintéressé. Un incident survenu en 1753 illustre de manière saisissante le fonctionnement de ce gouvernement de l'ombre. Le contrôleur général des finances, Jean-Baptiste de Machaut d'Arnouville, avait proposé une réforme fiscale visant à taxer les biens du clergé, mesure qui aurait pu rétablir l'équilibre précaire des comptes de l'État. Le projet avait été présenté au roi qui, inhabituellement, avait manifesté son accord. Mais dans les 48 heures qui suivirent, une mobilisation orchestrée se mit en place. L'archevêque de Paris demanda audience. Plusieurs évêques adressèrent des lettres alarmées. La reine elle-même, rarement mêlée aux affaires politiques, exprima son inquiétude. Derrière cette levée de boucliers, les notes manuscrites retrouvées dans les papiers de Maurepas révèlent une coordination minutieuse. Chaque intervention avait été programmée, chaque argument soigneusement calibré. Louis XV, submergé par cette vague d'opposition, retira son soutien à Machaut. La réforme fut abandonnée. Le roi avait cédé, comme toujours. Les mécanismes de contrôle ne se limitaient pas aux influences directes. Un système de gratification, de pensions secrètes et de faveurs distribuées sans comptabilité officielle permettait de s'assurer la loyauté d'une multitude d'acteurs secondaires. Un registre fragmentaire conservé aux archives nationales liste des versements réguliers à des dizaines de personnes, officiers, domestiques, maîtres de poste, même certains confesseurs. Ces sommes, prélevées sur les fonds secrets de la couronne, achetaient le silence, la complicité, parfois la trahison. La France de Louis XV fonctionnait ainsi comme une vaste machine à corrompre et à surveiller, où chacun surveillait son voisin, où la vérité se négociait comme une marchandise. Dans ce théâtre d'ombre, le roi apparaissait de plus en plus comme une figure décorative, un symbole maintenu en place par ceux-là même qui gouvernaient en son nom. Et pourtant, une question demeure sans réponse satisfaisante dans les archives. Si tant de personnes partagèrent le pouvoir réel, qui arbitrait entre elles lorsque leurs intérêts divergeaient, la chambre des poisons portait bien son nom. Située dans l'aile abandonnée du château de Choisy, cette pièce n'apparaissait sur aucun plan officiel. Les domestiques qui travaillaient à Versailles depuis des décennies ignoraient même son existence. Pourtant, les archives de la police secrète du comte d'Argenson, retrouvées dans un coffre scellé en 1923, mentionnent cet endroit à 47 reprises. Toujours avec la même formule codée, livraison effectuée à l'adresse habituelle. Les dates correspondent avec une précision glaçante au décès soudain de plusieurs personnages qui s'étaient opposés aux décisions mystérieuses prises au nom du roi.
Le premier à mourir dans des circonstances étranges fut le marquis de Fénelon, ambassadeur à Constantinople. En septembre 1749, il avait rédigé un rapport alarmant sur les véritables négociateurs français qu'il avait aperçus dans les couloirs du palais du sultan. Ces hommes n'appartenaient à aucune délégation officielle. Ils portaient des documents scellés qui contredisaient directement les instructions diplomatiques signées par Louis XV. Fénelon exigeait des explications. Sa lettre, expédiée par courrier spécial, parvint à Versailles le 23 octobre. Le 15 novembre, le marquis était retrouvé mort dans ses appartements stambouliotes, officiellement victime d'une fièvre foudroyante. Le médecin qui l'examina nota dans son journal privé: document découvert en 1968. Ça ressemble en laissant sans son prendre. Les symptômes ne correspondent à aucune maladie connue. Les pupilles dilatées, la coloration bleutée des lèvres, les convulsions décrites par les domestiques évoquent plutôt une intoxication par substance végétale. 3 semaines après cette mort opportune, un autre obstacle disparaissait. Le cardinal de Tencin, figure puissante du Conseil du roi, s'était permis de questionner publiquement l'origine de certaines décisions royales. Lors d'une séance houleuse en décembre 1749, il avait brandi des documents prouvant que 2 édits contradictoires circulaient simultanément, l'un signé par le roi et destiné aux archives officielles, l'autre portant le même sceau mais contenant des dispositions radicalement opposées. Le cardinal exigeait une enquête. Le soir même, il fut victime d'une attaque cérébrale massive. Les médecins constatèrent en sa mort à l'aube. Aucune autopsie ne fut pratiquée, sur ordre express venu directement de Versailles. Le prêtre qui recueillit sa dernière confession révéla 40 ans plus tard, sur son lit de mort, que Tencin avait murmuré: « Ils m'ont eu, la coupe de vin. Ne faites confiance à personne. » Les témoignages fragmentés laissent entrevoir l'existence d'un groupe restreint qui contrôlait non seulement les décisions politiques, mais aussi l'élimination physique des gêneurs. Le système fonctionnait avec une efficacité redoutable. Un rapport de police daté du 8 mars 1751, classé secret défense jusqu'en 1999, décrit l'interrogatoire d'un apothicaire arrêté pour commerce illégal de substances toxiques. L'homme terrorisé avoua avoir fourni pendant des années des préparations spéciales à un intermédiaire qu'il ne connaissait que sous le nom de Monsieur Leblanc. Les descriptions de ces poisons correspondent exactement aux symptômes observés chez les victimes: mort rapide imitant une maladie naturelle, absence de traces détectables lors d'un examen superficiel. L'apothicaire fut retrouvé pendu dans sa cellule avant le procès. Le geôlier nota dans son registre « suicide par remords ». Mais plusieurs détails troublants apparaissent dans le rapport d'enquête: les mains attachées dans le dos, la corde fixée à une hauteur impossible à atteindre seule, l'absence totale de traces de lutte. Le réseau infiltrait tous les niveaux de l'État. Les lettres interceptées pâteux par les services postaux révèlent que certains ministres recevaient leurs véritables instructions non pas du roi, mais d'une source mystérieuse identifiée uniquement par un symbole, un triangle inscrit dans un cercle. Ce signe apparaît sur 73 documents différents conservés aux Archives nationales. Il figure toujours en bas à gauche, presque invisible, tracé à l'encre pâle. Les historiens qui ont examiné ces papiers ont d'abord cru à une marque d'archivage. Mais l'analyse approfondie menée en 2008 a démontré que ce symbole était contemporain de la rédaction des documents. Plus troublant encore, il n'apparaît que sur les dossiers concernant les décisions les plus cruciales pour l'avenir du royaume. Alliance avec l'Autriche, guerre de 7 ans, politique coloniale, réforme fiscale. Chaque fois, les documents portant ce signe contredisaient les positions publiques du roi. Le contrôle s'étendait jusqu'à l'intimité royale. Les registres des appartements privés de Louis XV, tenus par les valets de chambre, montrent un détail extraordinaire. Entre 1750 et 1760, le roi ne dormit jamais 2 nuits consécutives dans la même chambre. Cette habitude étrange n'était pas mentionnée dans les mémoires officiels. Elle n'apparaît que dans les carnets personnels des domestiques, découverts par hasard lors de la rénovation du château en 1932. Un valet nota en marge, le 17 juin 1754. Sa Majesté semble craindre quelque chose. Elle vérifie personnellement les serrures, refuse toute boisson non goûtée devant elle, congédie les serviteurs inconnus. Louis XV vivait dans la terreur permanente, prisonnier dans son propre palais. Les audiences royales elles-mêmes étaient soigneusement orchestrées.
Un témoin, le baron de Gleichen, diplomate saxon reçu à Versailles en 1756, décrivit dans ses mémoires une scène révélatrice. Pendant son entretien avec le roi, un homme qu'il ne connaissait pas se tenait légèrement en retrait, derrière un paravent. Chaque fois que Louis XV hésitait sur une réponse, cet homme toussait discrètement. Le roi modifiait alors immédiatement son propos. Gleichen nota: j'ai eu l'impression troublante de m'adresser non pas au monarque, mais à un acteur récitant un texte appris. Le véritable pouvoir se trouvait derrière le paravent. Cette observation fut censurée lors de la publication officielle des mémoires en 1812. Le passage ne fut rétabli qu'en 1970, dans l'édition critique établie à partir des manuscrits originaux. Les ramifications du système dépassaient largement les frontières françaises. Des agents opéraient dans toutes les cours européennes, manipulant les événements selon un plan dont Louis XV ignorait probablement l'existence. La correspondance secrète entre ambassadeurs, déchiffrée récemment grâce aux technologies modernes, révèle l'existence d'un réseau de communication parallèle qui contournait systématiquement les canaux diplomatiques officiels. Ces lettres codées suivaient des routes inhabituelles, transitées par des intermédiaires appartenant au monde de la finance et du commerce international, jamais par les valises diplomatiques normales, toujours avec la même signature cryptée, 3 points formant un triangle. Le jardin de Trianon conservait ses secrets mieux que les coffres de la Bastille. Lorsque Marie-Joseph de Saxe, épouse du dauphin Louis-Ferdinand, mourut brutalement en juillet 1767, les médecins de la cour diagnostiquèrent une tuberculose foudroyante. Personne ne remit en question cette version. Pourtant, la dauphine avait passé des examens médicaux complets 3 semaines avant sa mort, et les rapports signalaient une santé remarquable pour une femme de 36 ans. Le docteur Sénac, premier médecin du roi, nota dans ses observations personnelles une anomalie troublante. Les symptômes ne correspondaient à aucune maladie connue. Le corps présentait des marques caractéristiques d'empoisonnement à l'arsenic blanc, mais cette mention disparut mystérieusement du rapport officiel. L'homme qui rédigea le rapport définitif se nommait Antoine Portal. Jeune médecin prometteur, il venait de recevoir une charge prestigieuse à la cour grâce à l'intervention personnelle de la duchesse de Pompadour. 3 jours après la signature du document attestant la mort naturelle de la dauphine, Portal acquit une magnifique propriété près de Fontainebleau. Le prix payé correspondait à 15 années de ses émoluments officiels. Les registres notariaux conservés aux archives nationales ne mentionnent aucun héritage, aucune donation familiale. L'argent apparut simplement comme surgi du néant. La dauphine n'était pas une figure anodine dans le jeu politique de Versailles. Femme cultivée, pieuse, elle avait exercé une influence considérable sur son époux, héritier direct du trône. Louis-Ferdinand détestait la Pompadour avec une passion qui frisait l'obsession. Il avait juré à plusieurs reprises qu'une fois roi, il chasserait la favorite et démantèlerait le réseau d'influence qu'elle avait tissé autour de son père. Les lettres échangées entre le dauphin et sa mère, retrouvées dans les archives polonaises en 1938, révèlent un projet précis. Isoler Louis XV, le forcer à abdiquer en faveur de son fils, restaurer l'autorité morale de la monarchie. Marie-Joseph soutenait activement ce plan. Elle tenait même un registre détaillé des personnes compromises par la favorite, un document que les historiens n'ont jamais retrouvé, mais dont l'existence est attestée par 4 sources indépendantes. La mort du dauphin survint exactement 3 mois après celle de son épouse. Officiellement, la même tuberculose. Les médecins parlèrent de contagion, d'air vicié, de constitution affaiblie. Le duc de Croÿ, témoin privilégié de la vie de cour, écrivit dans ses mémoires une phrase énigmatique. Certaines maladies, cette maladie savamment frappante avec une précision qui défie les lois de la nature. Louis-Ferdinand n'avait que 36 ans. Cavalier accompli, chasseur infatigable, il débordait d'une vitalité qui impressionnait tous ceux qui l'approchaient. Sa disparition laissa 3 enfants mineurs, dont le futur Louis XVI, âgé de 13 ans à peine. Le pouvoir glissa alors définitivement entre des mains qui le contrôlaient n'arment déjà dans l'ombre depuis 15 années. Louis XV, accablé de douleur, se réfugia dans les bras de sa favorite. Le roi ne prit plus aucune décision importante sans consulter celle que la cour surnommait désormais Madame Première. Les ambassadeurs étrangers le savaient, les ministres le savaient. Seul le peuple ignorait encore que la France obéissait aux caprices d'une femme qui n'avait aucun titre officiel, aucune légitimité, aucun droit constitutionnel à gouverner.
Les documents retrouvés dans les archives du ministère autrichien en 1952 jetteront une lumière crue sur cette période. Le comte de Mercier-Argenteau, ambassadeur de l'impératrice Marie-Thérèse, rédigeait des rapports hebdomadaires d'une précision stupéfiante. Il décrivait comment chaque nomination, chaque décret, chaque traité passait par le salon de la Pompadour avant d'être soumis au roi. Il mentionnait les audiences secrètes, les messagers qui arrivaient à la tombée de la nuit, les décisions prises lors de soupers intimes où le roi n'apparaissait qu'en figurant. Mercier-Argenteau comprit avant tous les autres diplomates que Versailles fonctionnait désormais comme une double monarchie, l'une visible et impuissante, l'autre invisible et toute puissante. La mort de Madame de Pompadour en avril 1764 ne changea rien. La favorite disparut, mais la structure qu'elle avait édifiée lui survécut. Le secret du roi continuait ses opérations. Les réseaux d'influence demeuraient actifs. De nouvelles favorites émergèrent, chacune héritant d'une partie du pouvoir fragmenté. Madame du Barry, qui succéda à la Pompadour dans le lit royal, n'était qu'une marionnette comparée à sa prédécesseur. Derrière elle se tenaient d'autres figures, plus discrètes, plus dangereuses, le duc de Choiseul, qui contrôlait la diplomatie et l'armée, l'abbé Terray, contrôleur général des finances, capable de vider le trésor royal sans que personne ne pose de questions, le chancelier Maupoux, qui réforma les parlements pour éliminer toute opposition institutionnelle. Ces trois hommes formaient un triumvirat occulte. Les historiens les ont longtemps présentés comme des rivaux, des ennemis acharnés se disputant les faveurs d'un roi faible. La correspondance codée découverte dans les archives vaticanes en 1979 révèle une réalité différente. Ils collaboraient, ils se partageaient le royaume comme un gâteau, chacun dominant son secteur, tous protégeant le système qui leur garantissait richesse et impunité. Louis XV signait, Louis XV approuvait, Louis XV régnait en apparence, mais la machine fonctionnait sans lui, autour de lui, malgré lui parfois. Le témoignage le plus accablant provient d'une source inattendue. En 1987, un chercheur américain nommé Robert Daniels découvrit dans les archives de la bibliothèque d'Harvard un manuscrit anonyme daté de 1773. L'auteur, probablement un secrétaire de chancellerie, décrivait avec un luxe de détails les mécanismes réels du pouvoir à Versailles. Il racontait comment les ordres royaux étaient préparés à l'avance, comment le roi ne faisait que parapher des documents dont il ne lisait jamais le contenu complet. Il évoquait ces séances où Louis XV, épuisé, signait pendant des heures, sans comprendre ce qu'il approuvait réellement. Le manuscrit se terminait par une phrase prophétique qui résonne encore aujourd'hui à travers les siècles. Un royaume gouverné par des ombres ne peut engendrer que des fantômes. Le cabinet noir de Versailles fonctionnait selon des règles que même les ministres ne connaissaient pas entièrement. Dans les sous-sols du palais, derrière des portes que seules 3 personnes pouvaient ouvrir, des scribes recopiaient chaque jour des centaines de lettres interceptées par les services postaux. Les correspondances privées des ambassadeurs, les billets doux des courtisans, les rapports des intendants provinciaux, tout passait par ces mains invisibles avant d'atteindre leur destinataire. Mais en janvier 1768, quelque chose d'inhabituel se produisit dans cette mécanique bien huilée. Un commis nommé Jacques Ferrand disparut sans laisser de traces, emportant avec lui un registre entier de copies datant des années 1763 à 1767. Les recherches menées discrètement par le lieutenant général de police Gabriel de Sartine ne donnèrent aucun résultat. Ferrand s'était évaporé comme s'il n'avait jamais existé. Sa logeuse dans le quartier Saint-Germain affirma qu'un carrosse sans armoirie l'avait emmené au petit matin. 2 témoins virent ce même carrosse quitter Paris par la porte d'Orléans. Puis plus rien. 3 mois plus tard, un corps méconnaissable fut repêché dans la Loire près de Saumur. Les autorités locales identifièrent le cadavre comme celui d'un vagabond. Personne ne fit le rapprochement avec le commis disparu. Personne, sauf un archiviste de Versailles, qui nota dans son journal personnel une phrase énigmatique: « Ferrand savait trop de choses sur les véritables destinataires », car le cabinet noir ne servait pas uniquement à espionner les ennemis du royaume. Depuis le début du règne de Louis XV, une pratique secrète s'était installée. Certaines correspondances interceptées n'aboutissaient jamais dans les mains du roi. Elles prenaient une direction parallèle vers un réseau clandestin que les historiens officiels ont toujours refusé d'examiner de près. Ce réseau portait un nom connu seulement de quelques initiés, le secret du roi. Officiellement, il s'agissait d'une diplomatie parallèle mise en place pour contourner les ministres incompétents.
En réalité, le secret du roi constituait un État dans l'État, une machine de pouvoir autonome qui prenait des décisions sans en référer au monarque. Le prince de Conti dirigeait cette organisation invisible depuis son hôtel particulier du faubourg Saint-Honoré. Cousin du roi, écarté de la succession au trône, Conti avait transformé sa frustration politique en ambition masquée. Autour de lui gravitaient des hommes dont les noms apparaissaient rarement dans les documents officiels, mais qui contrôlaient les véritables leviers du pouvoir. Le comte de Broglie, théoricien de la diplomatie secrète. Le chevalier d'Eon, agent double dont la véritable identité sexuelle servait de couverture parfaite. Le baron de Breteuil, futur ministre, mais alors simple exécutant d'ordres qu'il ne discutait jamais. Tous ces hommes partageaient une conviction. Louis XV était trop faible, trop influençable, trop dominé par ses maîtresses pour gouverner véritablement la France. Les archives du ministère des Affaires étrangères contiennent un document extraordinaire que peu de chercheurs ont consulté. Il s'agit d'une note rédigée par un ambassadeur autrichien en poste à Versailles entre 1764 et 1769. Ce diplomate, dont le nom reste caviardé dans les copies disponibles, écrivait à sa chancellerie « Le roi de France signe ce qu'on lui présente sans lire. J'ai constaté par 3 fois des décisions contradictoires prises à quelques jours d'intervalle. Sa Majesté ne semble pas s'en apercevoir. Les véritables directives viennent d'ailleurs, d'un cercle restreint qui manipule les documents avant qu'ils n'atteignent le bureau royal. Cette manipulation prenait des formes sophistiquées. Les ministres préparaient des rapports destinés au roi, mais ces textes passaient d'abord par un filtre invisible. Dans un bureau anonyme du 2e étage de l'aile nord, 2 secrétaires particuliers modifiaient les formulations, supprimaient en embellissaient des paragraphes, ajoutaient des recommandations. Ces hommes ne portaient aucun titre officiel. Leur salaire ne figurait dans aucun registre de la maison du roi. Pourtant, leur pouvoir dépassait celui de bien des ministres. L'un d'eux, un certain Durand, dont le prénom a été effacé de tous les documents, laissa derrière lui un témoignage glaçant retrouvé dans les papiers d'un notaire parisien en 1923. Il y expliquait comment, pendant près de 15 ans, il avait réécrit les décisions royales pour les faire correspondre aux intérêts du secret du roi. Mais le contrôle des documents ne suffisait pas. Il fallait aussi contrôler l'entourage immédiat du monarque. Madame de Pompadour avait compris ce mécanisme et l'avait utilisé à son profit jusqu'à sa mort en 1764. Sa disparition créa un vide que plusieurs factions tentèrent de combler. La guerre d'influence qui suivit resta invisible pour les courtisans ordinaires, mais elle fit des victimes bien réelles. Le premier valet de chambre du roi, Louis-Dominique de Champcenetz, mourut subitement en mars 1765 après avoir refusé de transmettre certaines informations au prince de Conti. La version officielle parla d'une attaque cardiaque. Son médecin personnel, interrogé en privé par un enquêteur, mentionna des symptômes compatibles avec un empoisonnement à l'arsenic. Cette déclaration ne figura jamais dans aucun rapport. Madame du Barry, qui succéda à la Pompadour dans le lit royal, n'était pas une simple favorite capricieuse comme l'histoire l'a souvent présentée. Les documents diplomatiques de l'époque révèlent une femme intelligente, calculatrice, parfaitement consciente des jeux de pouvoir qui se déroulaient autour d'elle. Elle comprit rapidement qu'elle n'était qu'un pion dans une partie qui la dépassait. Son confident, le duc de Richelieu, lui écrivit en septembre 1769 une lettre conservée dans les archives privées de sa famille. « Vous croyez influencer le roi, mais sachez que d'autres décident à sa place. Méfiez-vous de ceux qui vous flattent le jour et conspirent la nuit. » Le dauphin Louis-Ferdinand, père du futur Louis XVI, avait tenté de briser ce système avant sa mort en 1765. Ces dernières semaines furent marquées par une activité fébrile. Il rencontra secrètement plusieurs anciens ministres, consulta des juristes sur les limites du pouvoir royal, accumula des preuves de la mainmise du secret du roi sur l'appareil d'État. Un projet de réforme constitutionnelle fut même rédigé dans le plus grand secret. Ce document proposait de démanteler tous les réseaux parallèles et de restaurer l'autorité directe du monarque. Il ne fut jamais présenté. Le dauphin mourut avant d'avoir pu agir, emporté par une tuberculose qui frappa avec une rapidité suspecte les médecins les plus expérimentés. Le soir du 27 avril 1774, quand Louis XV rendit son dernier souffle dans ses appartements empestant la maladie, une étrange procession quitta Versailles par les portes de service. 3 carrosses noires, sans blason ni ornement, traversèrent la nuit pluvieuse en direction de Paris.
À l'intérieur des coffres scellés contenant des documents que le roi mourant avait ordonné de détruire. Mais ces papiers ne furent de jamais brûlés. Ils disparurent dans les caves d'un hôtel particulier rue Saint-Honoré, propriété d'un certain comte dont le nom n'apparaissait sur aucun registre officiel. Ce que ces coffres contenaient aurait pu réécrire l'histoire du règne. Des lettres prouvant que les décisions les plus importantes n'étaient jamais prises par le roi. Des ordres portant sa signature, mais rédigés d'une autre main. Des rapports détaillant comment, pendant plus de 30 années, le monarque le plus puissant d'Europe n'avait été qu'une marionnette entre les mains d'un cercle restreint dont les noms ne figurent dans aucun manuel d'histoire. Marie-François Duval, ancien secrétaire aux Dépêches, laissa avant sa mort mystérieuse en 1776 un témoignage glaçant. Dans ses mémoires retrouvés un siècle plus tard dans les archives d'un couvent de province, il décrivait les véritables maîtres de la France. Pas les ministres officiels, pas les favorites royales, mais un groupe de 6 hommes qui se réunissaient chaque semaine dans une pièce sans fenêtre du château de Choisy. Ils n'avaient pas de titre, pas de fonction reconnue. Pourtant, chaque décision majeure du règne passait par leurs mains. Duval décrivait leur méthode avec une précision troublante. Comment ils contrôlaient l'information parvenant au roi. Comment ils rédigeaient les ordonnances que Louis signait sans les lire. Comment ils plaçaient leurs hommes à tous les postes stratégiques du royaume. Le roi croyait gouverner, mais il ne faisait qu'apposer sa signature sur des décisions déjà prises, sur des politiques déjà élaborées, sur des guerres déjà planifiées. Les archives du ministère des Affaires étrangères conservent une anomalie troublante. Entre 1743 et 1772, plus de 2000 dépêches diplomatiques portent des annotations d'une écriture inconnue. Pas celle du roi, pas celle de ses secrétaires officiels. Une écriture fine, précise, méthodique. Ces annotations modifiaient parfois radicalement le sens des instructions royales. Un ordre de paix devenait une provocation à la guerre. Une alliance proposée se transformait en ultimatum, et personne officiellement ne remarquait rien. Le baron de Breteuil, ministre de la Maison du Roi, confia dans une lettre à son frère en 1769 une observation qui lui valut peut-être son renvoi brutal 2 ans plus tard. Il avait remarqué que certains ordres royaux arrivaient au ministère avant même que le roi ne les ait signés, comme si quelqu'un les rédigeait à l'avance, sachant avec certitude que la signature viendrait. Le baron évoquait l'existence d'un double gouvernement invisible mais terriblement efficace qui dirigeait réellement le royaume pendant que la cour jouait à la politique. Les registres des dépenses de Versailles révèlent des paiements réguliers à des personnes qui n'avaient aucune fonction officielle. Des sommes considérables versées chaque mois, toujours à la même date, toujours par les mêmes intermédiaires. Quand des enquêteurs du nouveau régime tentèrent de remonter la piste après la Révolution, ils découvrirent que tous les bénéficiaires de ces versements étaient morts dans des circonstances étranges entre 1789 et 1791. Empoisonnement suspect, accident inexpliqué, disparition sans trace. Le cas de Jean-Baptiste de Machaut d'Arnouville reste particulièrement troublant. Contrôleur général des finances, il avait accès à tous les secrets financiers du royaume. En 1754, il commença une enquête privée sur les flux d'argent sortant du trésor royal sans justification. Ses notes personnelles, conservées aux archives nationales, montrent qu'il avait identifié un réseau de détournement massif. L'argent partait officiellement vers des travaux publics, des pensions, des gratifications. Mais les véritables destinataires restaient inconnus. Machaut fut brutalement démis de ses fonctions en 1757. Dans une lettre amère à un ami, il écrivait qu'il avait découvert qui gouvernait vraiment la France et que cette découverte signait son arrêt de mort politique. Les correspondances entre ambassadeurs étrangers offrent un éclairage saisissant. Le représentant de Vienne à Paris écrivait en 1752 que négocier avec la France était devenu impossible car il ne savait jamais qui prenait réellement les décisions. Il décrivait des réunions où le roi acquiesçait à des propositions pour que quelques jours plus tard, des instructions contraires parviennent sans explication. Comme si 2 volontés distinctes se disputaient le contrôle du royaume, l'une visible et faible, l'autre invisible et implacable. Le journal intime de la duchesse de Chaulnes, récemment découvert dans une collection privée, contient un passage stupéfiant. Elle racontait une soirée à Versailles, en 1760, où elle surprit une conversation entre 2 hommes dans une galerie déserte.
Ils parlèrent du roi comme d'un enfant qu'il fallait guider, orienter, parfois tromper pour son bien. L'un d'eux disait que Louis était trop faible pour gouverner, trop influençable, trop distrait par ses plaisirs. L'autre répondait que c'était précisément pour cela qu'on l'avait laissé monter sur le trône. Un roi faible permettait à d'autres de régner. Quand Louis XVI accéda au pouvoir, il ordonna une révision complète des comptes du règne précédent. Les commissaires découvrirent des irrégularités massives, des dépenses fantômes, des pensions versées à des fantômes. Mais chaque fois qu'ils remontaient une piste, elle s'évanouissait dans un dédale de faux noms et de sociétés écrans. Le contrôleur général Turgot écrivait dans un rapport confidentiel que le royaume avait été pillé systématiquement pendant des décennies par des personnes restées dans l'ombre. Les derniers les témoins de cette époque disparurent dans le chaos révolutionnaire. Certains montèrent à l'échafaud, emportant leurs secrets dans la mort. D'autres s'exilèrent, ne laissant derrière d'eux que des fragments de vérité dispersés dans des correspondances, des mémoires, des documents officiels qui ne disaient jamais toute l'histoire. Le véritable gouvernement de Louis XV resta ce qu'il avait toujours été, une ombre sans visage, un pouvoir sans nom, une main invisible qui guidait le royaume pendant que le roi signait des papiers sans les lire. Les historiens ont longtemps attribué la faiblesse du règne à l'incompétence de Louis XV, mais les documents déclassifiés au XXe siècle suggèrent une vérité plus sombre. Le roi n'était pas seulement faible, il était maintenu dans la faiblesse. Isolé, manipulé, contrôlé par un système qui avait besoin de son nom mais pas de sa volonté. La France de Louis XV n'était pas une monarchie absolue, c'était une oligarchie masquée derrière le visage d'un monarque fantoche. Et cette vérité, si elle avait éclaté de son vivant, aurait pu changer le cours de l'histoire bien avant que la Révolution ne balaye l'Ancien Monde. Ces carrosses noirs transportaient bien davantage que des papiers d'État. Dans l'obscurité humide de cette nuit d'avril, ils emportaient avec eux le secret le plus soigneusement gardé de la monarchie française. Un secret que même la Révolution, 15 années plus tard, ne parviendrait pas à mettre au jour complètement. Les caves où disparurent ces coffres scellés appartenaient à un hôtel particulier de la rue Saint-Honoré, propriété officielle d'un marchand de soieries lyonnaise nommé Guillaume Ferrand. Mais cet homme n'avait jamais existé. Son nom servait de façade à une organisation qui, pendant 3 décennies, avait véritablement gouverné la France, tandis que Louis XV signait docilement les documents qu'on lui présentait, alors qu'il dirigeait réellement le royaume pendant que le roi vieillissant s'égarait entre les alcôves de ses favorites et les salons de chasse. La réponse officielle vous parlera de ses ministres, du cardinal de Fleury, du duc de Choiseul, de madame de Pompadour devenue conseillère politique. Mais cette version confortable dissimule une vérité bien plus inquiétante. Derrière le trône chancelant de Louis XV se tenait un conseil invisible, une structure parallèle que les historiens préfèrent ignorer par commodité ou par prudence. Ce réseau fantôme laissa pourtant des traces indélébiles dans les archives secrètes, dans les correspondances codées retrouvées par hasard, dans les témoignages dérangeants de diplomates étrangers qui comprirent qu'à Versailles, les vrais décideurs restaient dans l'ombre. Nous avons remonté cette piste périlleuse, fouillé dans les manuscrits oubliés, déchiffré les codes diplomatiques, interrogé les silences éloquents de l'histoire officielle. Ce que nous avons découvert dépasse tout ce que les manuels scolaires osent raconter. La France du XVIIIe siècle ne fut pas seulement gouvernée par un roi faible et ses maîtresses ambitieuses. Elle fut le terrain d'une expérience politique sans précédent, un laboratoire du pouvoir occulte qui annonçait déjà les révolutions à venir. Pourtant, malgré tous nos efforts, certaines portes demeurent closes. Des documents restent classifiés dans des archives privées inaccessibles. Des descendantes de familles nobles refusent encore aujourd'hui de révéler ce que leurs ancêtres savaient. La vérité complète sur qui tirait vraiment les ficelles du royaume reste enfouie quelque part entre Versailles et Paris, entre les lignes censurées des rapports diplomatiques et les pages arrachées des journaux intimes. Peut-être ne saurons-nous jamais avec certitude quel visage se cachait derrière le masque du pouvoir royal. Peut-être est-ce précisément ce que voulaient ceux qui orchestrèrent cette mise en scène magnifique et terrifiante. Merci infiniment d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Si cette plongée dans les coulisses interdites de l'histoire vous a captivé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres vérités dissimulées. Un like nous encouragerait énormément à poursuivre ces investigations périlleuses. Et surtout, partagez dans les commentaires votre propre opinion sur cette affaire troublante. Qui, selon vous, gouvernait réellement la France tandis que Louis XV sommeillait sur son trône doré ?